C'est enregistré. Et ben on démarre. Et ben bonjour à toutes et à tous. On est très nombreux ce matin pour ce webinaire du collectif Le Français et le Français pour toutes et tous. Très heureux. On est un peu plus de 150 connectés et derrière chaque connexion, il y a plein de monde, plein de collectifs. Ça, c'est très chouette. Donc moi, je suis Mélanie Rousset, je suis déléguée à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et je vais ouvrir ce temps de webinaire avec ma collègue Marianne. Je te laisse te présenter. Et bonjour à tous, je suis Marianne Bell et je suis chargée de projet au national de l'apprentissage du français pour la CIMAD. Et donc, on est heureux d'ouvrir cette mobilisation par ces tables rondes nationales à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation. On est réunis ce matin pour rappeler une évidence, pour euh, dire haut et fort que pour nous, apprendre le français est un droit et pas un privilège. Oui, et ce matin aussi, nous parlons au nom d'un collectif. C'est le collectif, vous le connaissez, Le Français pour toutes et tous. Ce collectif, en fait, il est né en 2016 d'une démarche interassociative. Il regroupe donc des associations du champ du social et aussi de l'apprentissage du français. Tout ceci avec un objectif commun simple, c'est garantir à tout adulte, et notamment aux personnes étrangères, l'accès à l'apprentissage du français sans condition ni de niveau, de durée, de parcours ou de statut. Le comité qui anime ce collectif rassemble le Secours catholique, la Fédération des centres sociaux et socioculturels, le Radia, le Germae et la CIMAD. Mais ce collectif, en fait, fédère beaucoup plus que ces associations et structures. Il regroupe aujourd'hui 388 structures, 43 élus et plus de 2000 citoyens et citoyennes. Et depuis 2020, on porte une recherche-action qui est née de la volonté de pouvoir impliquer à la fois les apprenants et les apprenantes, les accompagnateurs, les formateurs bénévoles ou professionnels, les coordinateurs pédagogiques, les directeurs et directrices d'associations, avec l'objectif d'améliorer ensemble l'accès à l'apprentissage du français. On a eu une première étape, un rapport qui a pu être publié, que vous pouvez retrouver sur le site du Français pour toutes et toutes. Et l'enjeu, c'est de pouvoir ensemble continuer la mobilisation et continuer les réflexions autour de cette recherche-action. Et si on est là ce matin, aussi, c'est pour alerter contre deux évolutions qui nous inquiètent particulièrement, une évolution administrative et une autre législative. Alors la première, c'est que depuis le 1er juillet de cette année, l'OFII, donc l'Office française de l'immigration et de l'intégration, a fait le choix de dématérialiser brutalement les cours de français du service public pour les personnes étrangères. Et aujourd'hui, il y a des cours, ou plutôt des non-cours en ligne, et ces cours sont corrigés uniquement par l'intelligence artificielle. C'est donc l'intelligence artificielle qui remplace la rencontre. Elle remplace la rencontre avec les formateurs et les formatrices, mais aussi avec les pairs, c'est-à-dire avec les autres participants des cours. Et l'IA, en fait, c'est vrai qu'elle voudrait aujourd'hui remplacer ces espaces humains d'apprentissage que vous connaissez tous, qui sont précieux. La deuxième chose contre quoi on voulait alerter ce matin, et qui intervient malheureusement dans le même temps que le premier, c'est le durcissement en fait des exigences linguistiques pour obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. On l'a déjà évoqué à plusieurs fois avec le Français pour tous au cours de webinaire. C'est la dernière loi immigration, qu'on dit aussi loi Darmanin, qui marque en fait un tournant dans la discrimination par la langue. Depuis le 15 juillet dernier, l'été a été chargé. Les décrets de cette loi qui concernent les exigences en français ont été publiés et ils annoncent que les niveaux seront rehaussés à partir du 1er janvier 2026, c'est-à-dire dans moins de 4 mois. Et Maud Vado y reviendra. Alors, autrement dit, d'une main, on ferme la porte des salles de classe et des rencontres, et de l'autre, on verrouille l'accès aux droits des personnes. Nous, on pense que cette politique-là, elle est injuste, elle est discriminatoire, elle est déconnectée des réalités vécues par des milliers d'apprenants et d'apprenantes. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé de se mobiliser ce matin. Ouais. Et ce webinaire, et vous le savez, c'est une étape. C'est le lancement de la mobilisation d'aujourd'hui. Alors, il va durer 1 heure. On l'a voulu assez court. Et il donnera la parole à différents intervenants. Il y aura des chercheuses,
des syndicalistes, des élus locaux, des personnes sur le terrain, ici, mais aussi depuis la Belgique, merci, et enfin un collectif mobilisé à Marseille. Aujourd'hui, en fait, c'est pas seulement un échange en web binaire, c'est aussi une journée de mobilisation. Il y a plus d'une trentaine d'actions sur tout le territoire aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et cette mobilisation, elle s'inscrit sur trois fronts complémentaires. À la fois un front politique, on a déjà plusieurs députés qui interpellent le gouvernement sur la situation et sur cette situation-là. Sur un front juridique, avec l'action qu'on a engagée devant les tribunaux pour demander l'annulation du marché public de l'OFI, et dès à présent, on peut dire un grand merci à l'association Intérêt à agir et à Maître Bernier pour leur engagement tout cet été pour arriver à ce front juridique. Et puis à la fois un front local et citoyen où se joue chaque jour l'exemplarité de la formation linguistique de proximité sont les associations, les bénévoles, les formateurs et formatrices, les apprenants et les apprenantes qui créent dans la rencontre les conditions réelles d'un apprentissage de qualité. Ces actions locales sont précieuses, elles sont indispensables, elles sont souvent menacées. Alors, tout au long du webinaire de ce matin, le chat est ouvert, donc vous pourrez y partager vos réactions et vos témoignages. Après, comme vous êtes très nombreux et on sait aussi que vous êtes nombreux devant un même écran, on va essayer, tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Par contre, les modérateurs vont essayer de répondre à vos questions. On va voir si on peut. De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on gardera bien toutes les questions pour que tout ce qui s'exprime aujourd'hui reste et qu'on puisse y répondre plus tard. Et on vous invite tous, vous êtes parfois en collectif pour regarder ce webinaire. D'autres moments, il va y avoir des replays cet après-midi, dans les jours qui viennent, pour pouvoir échanger. Donc, on vous invite à pouvoir mettre en discussion et décider des prochaines étapes dans chaque collectif local. Euh, Aujourd'hui, c'est une première étape. On ne s'arrête pas ici. L'idée, c'est un début d'un mouvement collectif pour affirmer haut et fort que l'apprentissage de la langue est une condition d'émancipation et d'égalité. Voilà, bon, bah, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va débuter, donc entrons ensemble dans cette table ronde et faisons entendre nos voix. Alors, je vais passer la parole à deux chercheuses, Maude Vado et Myriam Dupuy, qui vont nous faire le plaisir d'ouvrir cette table ronde avec un temps de mise en contexte. Mesdames, ben, merci beaucoup d'être là ce matin. Maude, c'est à toi. Je te passe la parole. Merci de te présenter et de nous dire de quelle ville tu nous parles ce matin. Merci beaucoup, merci Marianne. Donc moi je suis Maude Vado, je travaille à l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est à Chambéry et Annecy. Moi je suis à Chambéry. Et je vous remercie de me donner la parole. Je suis contente qu'on soit nombreuses et nombreux mobilisés ce matin. Je vais vous proposer une réflexion en peu, enfin je vais essayer de tenir mon temps, mais en peu de temps, sur les instruments que l'État a sélectionnés pour mesurer le niveau de français des candidats et candidates au séjour et à la nationalité. Ces instruments, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, ce sont des tests comme le TCF, le test de connaissance du français, ou le TEF, le test d'évaluation du français, et un diplôme qui s'appelle le DELF, le diplôme élémentaire en langue française. J'ai pas beaucoup de temps, mais avant même de s'interroger sur les instruments d'une politique, je crois qu'il est important de s'interroger d'abord sur ses fondements. Du coup, je voudrais remettre un petit peu cette politique dans son contexte historique. Je vais avoir besoin de la première diapo, s'il te plaît. Merci beaucoup. Euh, les mesures qui entreront en vigueur en janvier 2026, comme l'ont dit mes collègues juste avant, pour qu'on soit tous et toutes bien au clair, elles élèvent les niveaux de français qui sont demandés pour l'accès au séjour et à la nationalité. Donc actuellement, on a pour la carte de séjour pluriannuelle aucune exigence. Pour la carte de résident de 10 ans, il faut prouver un niveau A2 à l'écrit et à l'oral. Et pour la nationalité française, il faut prouver un niveau B1 à l'écrit et à l'oral. Au 1er janvier 2026, du coup, comme vous pouvez le voir sur ma petite flèche là, pour la carte de séjour pluriannuelle, on instaure une obligation de prouver le niveau A2 au niveau écrit et oral. Pour la carte de résident, bah, on passe au niveau B1, écrit et oral, et pour la nationalité française, au niveau B2, écrit et oral.
Donc, en fait, ce que je voudrais rappeler pour commencer, c'est que ces exigences, finalement, même les exigences actuelles, elles ont été mises en place très récemment au regard de l'histoire des flux migratoires vers la France. Puisque avant 2016, et c'est la suite de la diapo, merci beaucoup, avant 2016, en fait, on ne mesurait pas le niveau de français des candidats, candidates à des titres de séjour. On ne mesurait pas avec des instruments dont je vais parler après. En fait, pour la nationalité française, la mesure des compétences en français date de 1945. Donc, je parle seulement de la nationalité ici et pas des titres de séjour, des titres de séjour. Donc, une première mesure à partir de 1945 avec cette formule nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation par une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française. Et en fait, il faut attendre 2012 pour qu'il y ait une traduction par un niveau. Et j'insiste là-dessus parce que cette formulation qui dit selon sa condition, alors c'est pas forcément hyper transparent du point de vue actuel des formulations, mais ça voulait dire qu'en fait, l'agent ou l'agente préfectorale qui mesurait, qui recevait la personne pour un entretien devait s'adapter devait adapter ses exigences à la situation, par exemple, professionnelle de la personne. Si cette personne n'exerçait pas un métier où l'écrit était central, bah, n'exigeait pas nécessairement une connaissance de l'écrit ou en tout cas une connaissance approfondie, une capacité approfondie à lire et à écrire. Donc du coup, à partir de 2012, ça change puisqu'on inscrit dans la loi et par décret le fait qu'il y ait un niveau précis demandé. De fait, ça enlève aussi un peu d'arbitraire dans les entretiens. Mais donc, on pose ce niveau B1 uniquement à l'oral pour la nationalité. Et c'est seulement en fait en 2020 qu'on va commencer à appliquer à un niveau à l'écrit également. Donc un niveau B1 à l'écrit. Même si je sais que entre les deux, étant donné qu'il y avait des tests à passer, bah, parfois l'écrit entrait en ligne de compte. Je sais bien pour tous les formateurs, formatrices, évaluateurs, évaluatrices qui sont derrière leurs vidéos et également pour les personnes concernées que c'était pas si simple de prouver un niveau uniquement à l'oral. Donc, en tout cas, ce que je veux dire par là, avec tous ces rappels un peu de dates et de lois, c'est que cette politique, elle a été mise en place dans une période récente, qu'on sait être une période de crispation identitaire, de durcissement des politiques migratoires, et que, en fait, ces exigences, elles sont un des instruments de ce durcissement. Et pourquoi je le rappelle? Parce que, en fait, pour beaucoup de personnes, ce lien entre le français et le droit au séjour ou à la nationalité repose sur une série d'affirmations qu'on présente un peu comme des évidences. La première, ce serait pour vivre en France, pour s'intégrer, si on veut utiliser ce mot, il est impératif de parler français. La deuxième, c'est que si on n'oblige pas les gens à apprendre, bah, ils restent dans leur communauté linguistique et ils font pas d'efforts pour parler français. Et la troisième, c'est que l'apprentissage doit se faire le plus vite possible parce que c'est hyper nécessaire, voire suffisant pour vivre en France et trouver une place dans la société française. Tout ça, c'est des évidences qui sont combattues par la recherche en sociolinguistique ou en linguistique, ou en sociologie, pardon, qui montre que, premièrement, comme vous le voyez sur la diapo, les personnes immigrées, elles acquièrent généralement le français. Donc, en fait, les mesures coercitives, les mesures d'obligation, elles sont pas nécessaires du point de vue de l'apprentissage. Par contre, qu'il faut laisser du temps pour cette acquisition du français, que c'est logiquement, ça demande du temps. Deuxièmement, que cette acquisition, elle passe pas seulement par la formation, mais qu'elle passe par des tas d'autres canaux comme l'emploi, le réseau de socialisation, etc., qui sont des occasions de pratiquer le français. Et enfin, et surtout, que parler français ne suffit absolument pas pour faire sa place en France. Je dis faire sa place parce que j'aime pas trop le terme s'intégrer, puisqu'il y a énormément de discrimination, que ce soit à l'embauche pour l'accès au logement, et puis les expériences quotidiennes du racisme et de la xénophobie. Donc tout ça, ça indique plutôt qu'il faut qu'on travaille sur les modalités de l'accueil, de la rencontre, de l'inclusion, et non pas contraindre et exclure en utilisant le niveau de français comme critère d'obtention pour un titre de séjour ou la nationalité. Alors j'en viens maintenant à la question des instruments donc, dont je parlais au début, de tests et de diplômes. Là aussi, il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de lister les principaux problèmes qu'ils posent. Bien sûr, le premier, c'est la question du coût qui est à la charge du candidat ou de la candidate et qui, évidemment, ne garantit pas qu'on réussisse. Donc, on doit repayer si on échoue et voilà. Mais au-delà du coup, la pertinence de l'outil elle-même,
est très questionnable. Alors la première chose, c'est que on peut très bien savoir communiquer et travailler en français au quotidien et pourtant échouer à un examen ponctuel à cause premièrement de l'anxiété qui est générée par la situation. On est face à ce qu'on peut appeler dans la recherche sur l'évaluation une évaluation à enjeu élevé. Là, c'est même des enjeux existentiels et les émotions que ça peut générer sont évidemment des éléments perturbateurs et qui vont venir fausser le résultat de l'évaluation. La deuxième chose, c'est que ces instruments, les tests, les TCF, les TEF, les DELF, ce sont des évaluations qui sont en fait au départ pensées et élaborées pour être passées dans le monde entier. Et qui sont pensées pour des candidats qui généralement suivent des cours payants, qui ont suivi du coup une scolarité assez longue, qui sont insérés professionnellement. Et du coup, quand on a été scolarisé, qu'on a déjà passé des examens, on sait qu'il faut se préparer à des épreuves spécifiques. On a appris aussi souvent à le faire en autonomie, à l'aide de manuels spécialisés. Ce sont des savoirs et des savoir-faire qui s'acquièrent au cours de la scolarité. Or, les chiffres de l'OFII pour 2022 montrent que 22% des nouveaux entrants sur le territoire étaient sans diplôme, n'ayant pas été scolarisés au-delà du primaire. Ça fait presque un quart des personnes qui sont concernées par le droit au séjour. Donc l'expérience de ces personnes, l'expérience des examens de ces personnes est inexistante. Donc comment est-ce qu'ils pourraient décoder les implicites de la situation? Je vous donne un exemple qui est hyper important, c'est que une épreuve d'expression orale, quand on passe un examen de langue, ça repose sur un implicite scolaire, c'est qu'il faut démontrer ses compétences. Et pour ça, pour les mettre en valeur au mieux, il faut utiliser l'intégralité du temps qui nous est imparti. Cet implicite, il va à l'encontre d'une règle du quotidien qui est qu'on va chercher plutôt l'efficacité dans une interaction, par exemple quand on est dans un magasin, une interaction transactionnelle. Et du coup, dans un jeu de rôle où il faut typiquement simuler ce genre d'interaction, faire un achat, se renseigner, prendre un rendez-vous, un candidat ou une candidate qui ne maîtrise pas cet implicite scolaire va conclure rapidement l'interaction et ça va empêcher ou en tout cas être un obstacle pour mesurer ses compétences, l'étendue de ses compétences et du coup il risque de se voir sous-évalué. Un autre exemple, c'est que il est difficile, évidemment, d'évaluer la qualité de la production langagière d'une personne si on la fait écrire ou parler au sujet d'une thématique que cette personne ne connaît pas. Or, par exemple, au niveau B1, quand on regarde les sujets, notamment à l'écrit, il faut écrire à partir de son expérience professionnelle pour en parler, pour donner des conseils à quelqu'un qui cherche un emploi, etc. Et c'est toujours des sujets orientés vers des emplois de bureau, des emplois dans une entreprise plutôt de type administratif, ce qui met forcément en difficulté toutes les personnes qui soit n'ont pas d'emploi, sont privées d'emploi, soit travaillent dans de tout autre contexte professionnel. Il reste un éléphant dans la pièce dont je n'ai pas parlé. Ce sont bien sûr les compétences à l'écrit. Et ce sera le dernier point que je vais développer. On a une récente enquête de l'INSEE 2022 également qui indique que 52% des personnes immigrées qui n'ont pas le français comme langue première sont en grande difficulté à l'écrit. En comparaison, c'est 8% dans la population générale. Alors 8%, c'est déjà beaucoup, mais 52% des personnes concernées par le droit au séjour ou à la nationalité n'ont pas sont en difficulté à l'écrit. Or, là, je l'ai redit tout à l'heure, le niveau désormais, il est mesuré à l'écrit à toutes les étapes, en tout cas à partir de la carte de séjour pluriannuelle. Typiquement, dans un examen de langue dont je suis en train de parler, les tests et les diplômes, l'écrit est omniprésent, et ce, même quand on teste les compétences à l'oral, puisqu'il va falloir compléter un QCM, écrire de courtes réponses. En production orale, à partir du niveau B1, il faut s'exprimer à partir d'un petit article de presse qu'on va devoir lire et ensuite développer sa propre opinion à partir de ça. Et ce que j'ai pu faire récemment, c'est analyser les résultats de sessions de DELF. J'ai pris un échantillon en 2022 et un autre en 2025 dans deux centres d'examen de deux départements différents de la France hexagonale. Et on peut largement observer les conséquences de ce dont je suis en train de parler. Logiquement, ça se passe surtout au niveau A2 et B1, qui sont les niveaux que les candidats au séjour et à la nationalité doivent encore passer.
Et donc, à chaque session de A2 et B1, on voit des candidats qui ont obtenu d'excellentes notes en production orale et même parfois en compréhension orale et en compréhension écrite, qui ne parviennent pas à atteindre la note seuil de 5 sur 25 en production écrite et qui, du coup, sont éliminés obligatoirement, automatiquement par cette note-là. Et de manière plus marquante encore, il y a à chaque session des personnes qui obtiennent de la même façon d'excellentes notes en production orale. Quand je dis excellente, c'est plus de 20 sur 25 et qui échouent à toutes les autres épreuves, notamment à l'épreuve de compréhension orale, alors qu'ils ont pu extrêmement bien s'exprimer à l'oral, faute d'accéder en fait au sens des questions qui sont posées à l'écrit. Donc on voit bien pour conclure sur ces instruments, que ces instruments, ils contribuent sans conteste à trier et notamment à exclure les personnes qui ont eu des parcours scolaires relativement courts et qui sont les moins diplômées. En fait, c'est comme un pendant de l'immigration choisie dont on parlait selon la formule qui existait il y a quelques années. Donc voilà, ces instruments, ils sont particulièrement discriminants. Et pour compléter le propos, je vais passer la parole donc à ma collègue Myriam Dupuis qui va vous parler plutôt du premier volet dont parlaient Marianne et Mélanie tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la formation et de sa dématérialisation. Merci Maude, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis enseignante chercheuse à l'Université du Mans et pour répondre à ta question Marianne du départ, je vous parle depuis Nantes. Faute de temps, je vais essayer d'aller droit au but, j'ai 3 minutes. C'est l'offre de formation linguistique 100% en ligne qui nous interroge grandement, c'est-à-dire la partie du marché OFI qui prévoit que les signataires du CIR, qui n'ont pas atteint encore le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, auront d'ici quelques mois non pas une formation en organisme de formation comme c'est le cas aujourd'hui majoritairement, mais seulement et seulement un accès à une plateforme d'auto-formation en ligne. Selon ce qui est prévu actuellement, vous pouvez le voir dans l'extrait numéro 1 du cahier des clauses particulières du marché OFI, ils et elles auront 1 an pour se former et progresser en étant 100% autonomes dans leur apprentissage de la langue française. Les recherches actuelles nous invitent à porter un regard critique sur le numérique, ou du moins à ne pas le penser comme étant forcément performant ou aidant pour toutes et tous dans tous les contextes. En effet, si dans un contexte spécifique, des apprentissages en ligne peuvent permettre à certains profils, notamment les plus autonomes et les plus formés, les plus scolarisés, donc si ça peut permettre parfois de sortir de l'isolement en ayant par exemple accès à des formations spécifiques, cela peut être complètement l'inverse dans d'autres environnements et notamment avec des publics peu scolarisés, ça fait écho aux propos de Maude à l'instant, et ou alors peu familier des usages du numérique dans l'apprentissage. Il y a bien une différence entre savoir se servir de son téléphone au quotidien et l'utiliser comme un outil numérique d'apprentissage. Si on se concentre un peu sur les stagiaires, avoir un identifiant, un accès à une plateforme, aussi bien ficelée soit-elle, avec un accès illimité, ne garantit en aucun cas une progression. C'est bien là le problème, car les recherches, elles font bien la distinction entre ce qui fait une formation et ce qui est un outil au service de la formation. Être en formation, que ça soit en présence ou en ligne, c'est être accompagné par une médiation humaine, par une équipe pédagogique, que ce soit au démarrage, mais aussi et surtout tout au long de l'apprentissage, via des commentaires, des feedbacks, pour reprendre le e-learning et le vocabulaire, mais des corrections, parfois des visioconférences, donc ce qui est absolument pas indiqué ici, afin de savoir tout simplement, et ça nous concerne toutes et tous, par où on commence, comment on progresse, comment on fait pour avancer, qu'est-ce qu'on doit travailler en priorité, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté, etc. En plus de cela, il faut s'assurer de la motivation qui, on l'a déjà dit, n'est absolument pas innée, pas naturelle, mais repose bien sur plusieurs facteurs. Motivation qui est largement mise à l'épreuve lorsque l'on est seul face à son téléphone, son ordi, sa tablette, ou tout simplement que l'on n'a pas d'espace propice aux apprentissages. D'un point de vue didactique, et là je fais référence à l'extrait numéro 2, s'il est vrai qu'on peut travailler de nombreuses compétences en langue en ligne, sur du e-learning, en écoutant des audios, en complétant des exercices, des activités basées sur l'écrit, il est une compétence pourtant centrale qui n'est absolument pas prévue de développer pour le moment, c'est la compétence de production orale et d'interaction, c'est-à-dire tout simplement parler, échanger. Or, n'est-ce pas là l'objectif in fine des formations linguistiques pour les personnes nouvellement arrivées, de pouvoir échanger, interagir à l'oral au quotidien?
On comprend donc que le choix du tout numérique pour les personnes nouvellement arrivées, qui rejoint la mouvance de la dématérialisation des services publics à marche forcée, est d'abord un choix politique et économique dont la logique, une nouvelle fois, ne repose absolument pas sur des données scientifiques, mais pas non plus sur une volonté d'améliorer les conditions d'accueil et plus largement de viser une meilleure justice sociale. Je passe le bâton de parole sur un sujet tout à fait proche. Merci Myriam et merci Maud, c'était très intéressant. Je donne maintenant la parole à Xavier pour animer le prochain temps avec Priscilla et Anne-Marie. Merci Mélanie, merci à vous toutes. Donc, on va commencer trois, quatre prises de parole de collègues ou de gens qui sont impliqués de façon assez diverse sur les questions d'apprentissage de la langue. Et on voulait commencer par faire un peu un zoom sur une structure, sur une structure et puis une métropole locale. Et là, on accueille donc des collègues des collègues et des élus de Rennes. Donc, bonjour Priscilla Zamor, vous êtes élu donc à l'agglomération de la métropole de Rennes, délégué aux questions de discrimination et politique de la ville. Je ne me trompe pas? Oui, vice-présidente, ouais, déléguée, c'est ça. Vice-présidente, voilà. Et Anne-Marie, bonjour. Donc, tu es coordinatrice de la plateforme d'orientation, d'évaluation et d'orientation pour la métropole de Rennes. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Merci vraiment d'être avec nous. On va aller dans le vif du sujet. Vous avez entendu un peu toutes les deux, et puis vous connaissez un peu les évolutions, notamment de cet été, concernant l'accès au cours de français et ce nouveau dispositif proposé par l'OFI. Vous, Priscilla, en tant qu'élu local impliqué sur les luttes contre les discriminations, l'accueil des exilés, votre métropole fait partie du réseau des villes accueillantes, notamment. Mm. Comment vous percevez cette politique de plus en plus restrictive concernant l'apprentissage du français? Alors, déjà, peut-être vous remercier quand même pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de voir à quel point les gens sont mobilisés, collectifs, associations, syndicats, élus, citoyens. Comme ça a été dit en introduction, ça redonne aussi de l'espoir dans un contexte brutal, avec des politiques vraiment mortifères. Alors, nous, de comment on perçoit un peu les choses depuis là où on se situe, c'est déjà d'encaisser entre guillemets cette brutalité. Donc déjà, il y a toujours le sentiment un peu de sidération au démarrage quand on voit les dérives, et puis après de pouvoir digérer un petit peu et de voir comment on peut agir sur le terrain de manière locale. C'est aussi de bien poser les mots sur ce qui se passe actuellement quand même, c'est de bien redire politiquement que nous on s'oppose à des politiques déshumanisantes et puis aussi qui respectent pas les droits fondamentaux des personnes. On est très très inquiète par rapport à la situation et en termes d'impact aussi au niveau de la précarité des personnes, aussi bien administrative qu'économique. Et puis, ça nous concerne nous localement, ça concerne plus effectivement, ça concerne tout le monde à l'échelle de l'Hexagone, mais ça concerne aussi nos collègues en Outre-mer, faut jamais les oublier. Et puis, cette politique, en fait, elle nous ramène à une obligation, c'est celle de réaffirmer nos valeurs. Donc nous, localement, on a une stratégie métropolitaine des solidarités à la métropole de Rennes qui regroupe 43 communes et à peu près 450 000 habitants. Et dans cette stratégie, on a mis en place un programme de l'hospitalité à destination des personnes exilées, avec qui fonctionne sur deux volets, un volet mise à l'abri et un volet accès aux droits et à la citoyenneté. Et donc, effectivement, le français langue étrangère s'inscrit dans ce cadre-là avec notre partenaire qui est Langue et Communication et qui pourra vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Donc, déjà, c'est de réaffirmer un soutien financier à cette plateforme dans le contexte actuel. Donc là, on est toujours dans des moments un peu sensibles avec le vote des budgets, avec effectivement une pression très forte de la part de l'État. Donc aujourd'hui, nous, c'est 80 000 euros qu'on met par an sur la table pour financer la plateforme. Donc c'est de réaffirmer ce soutien à l'association et à tous les acteurs de français langue étrangère. C'est aussi de mettre en place des dispositifs d'aide à l'interprétariat aussi au sein des écoles, mais pas que, et de pouvoir réaffirmer aussi notre soutien auprès de l'Association nationale
des villes et territoires accueillants dont vous avez parlé en introduction, l'Envita, qui aussi vit des difficultés. Donc c'est important de redire qu'on soutient aussi également cette association qui nous permet de faire du plaidoyer collectif à l'échelle nationale. Voilà, donc après, très techniquement, on a des agents sur le pont en échange direct avec les différents opérateurs de l'État. Et c'est vrai que là, on a des situations qui nous sont remontées sur des demandes de fournir en complément de leur dossier un certificat linguistique de niveau 2 pour certaines personnes. Donc pour nous, il y a vraiment un vrai sujet là-dessus, évidemment. Et donc on est en train d'échanger directement avec le bureau, la chef du bureau de séjour pour pouvoir redire aussi notre positionnement par rapport à toutes ces dérives. Et puis après, on est très inquiet par rapport à la question du coût. Parce qu'on a, alors c'était peut-être le sujet d'une question de Xavier après, mais on a aussi mis en place un dispositif qui est le conseil de l'hospitalité à Rennes qui regroupe des personnes exilées. Et donc, elles ont pu présenter tout un tas de recommandations, de préconisations sur nos politiques publiques. Et le sujet revient en force sur la question du coût et de comment la collectivité peut aider à ce sujet-là. Donc, nous, en fait, on reçoit de plein fouet l'impact des dérives de l'État. Et donc, encore une fois, c'est aux collectivités locales de pallier. Donc, évidemment, solidarité plus, mais vous savez aussi nos contraintes qui sont les nôtres. Et puis, en fait, on n'a pas à se substituer à l'État. Enfin, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, en fait. Ça va aussi bien sur la mise à l'abri que sur d'autres sujets liés à l'accès aux droits. Voilà ce que je peux dire peut-être en introduction, déjà. J'ai peut-être été un peu longue. Merci. Non, bah ouais, on voit bien votre positionnement, vous, en tant que élu local, qui vient grandement aider aussi les structures associatives assez souvent localement à la place de l'État. Du coup, donc Anne-Marie, ouais, donc tu travailles sur la plateforme d'accueil d'orientation, donc vous accueillez les publics pour pouvoir les évaluer et puis essayer de faire des parcours un peu de formation sur l'agglomération. Je connais bien ce que j'ai oublié de me présenter, je réponds aussi à Mélanie. J'interviens régulièrement sur la ville de Poitiers, justement sur des permanences où on essaye d'orienter les personnes. Et j'y étais vendredi. On a reçu, sur une permanence à deux, on a reçu plus de 30 personnes. Donc, je me demandais, avec beaucoup de personnes à qui on n'avait pas de solution, tout simplement, malgré les efforts associatifs et les financements aussi locaux qu'on peut avoir. Donc, concrètement, Anne-Marie, comment toi, tu envisages un peu cette rentrée 2025? Et puis cet afflux de demandes faites par les apprenants, notamment les apprenants donc, qui ne pourront plus aller sur le dispositif OFI. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole. Donc moi, je représente la plateforme, comme tu l'as dit, mais aussi derrière cette plateforme, c'est un réseau de partenaires. Il y a 35 partenaires qui sont dans le réseau de l'APEOL, à la fois des structures associatives de proximité, mais aussi des organismes de formation. Donc je vais essayer aussi aujourd'hui de relater, ou en tout cas de, de montrer un petit peu ce qui est notre réalité. Donc tu l'as dit, je me permets quand même de préciser rapidement qui on est, notre action aussi, et puis un petit peu les constats qu'on fait depuis le début de l'année, parce que c'est ça aussi qui nous permet, nous, d'ajuster notre action là à la rentrée 2025 par rapport à tous ces chamboulements. Donc, on a à la fois la mission d'accueillir, d'évaluer, d'orienter tout ce public qui se présente à nous sur la métropole de Rennes, donc c'est environ 1200 personnes chaque année. Mais on a aussi une mission qui est d'accompagner le réseau des partenaires pour pouvoir les outiller. On constate depuis le début de l'année quand même une forte pression sur les centres d'examen. Donc on en a parlé tout à l'heure, du fait de cette loi-là qui a été promulguée donc en début d'année. On a beaucoup de bénévoles aussi qui nous font remonter les souhaits grandissants des publics qu'ils côtoient pour pouvoir se préparer aux certifications. Donc ça, c'est un premier constat qu'on a depuis le début de l'année. On a quand même, nous aussi, on tient un standard téléphonique de plus en plus de sollicitations de personnes qui proviennent de pays où le français est la langue seconde. Donc on a aussi beaucoup de sollicitations de ce public-là qui est francophone.
mais qui se tournent vers nous parce que accompagnés par des professionnels, des accompagnants pour monter leur dossier de droit au séjour et donc la nécessité de pouvoir fournir un certificat. Et bien souvent, en plus, ces personnes, derrière cette idée de fournir un certificat, se disent que, bah oui, il y a peut-être aussi un besoin de formation. Donc ça vient aussi rajouter à la pression et dans le goulot d'étranglement aussi des demandes qu'on reçoit. On constate aussi ces dernières semaines et ces derniers jours, suite à la mise en place du nouveau marché OFII, une transition donc qui s'opère et qui apporte son lot de désagréments, notamment dans les ruptures de droit. On voit, hein, on reçoit des personnes qui n'ont pas réalisé la totalité des heures qui leur ont été prescrites et on doute que ce soit poursuivi, surtout qu'en Bretagne, ce qu'il faut savoir, c'est que le partenaire historique qui avait le marché de l'OFII ne l'a plus. Donc ça rajoute aussi aux difficultés. On a aussi, pour vous donner aussi un exemple très concret, on a reçu là il y a quelques jours une jeune femme syrienne qui n'a pas été scolarisée en Syrie, donc qui est non lectrice, non scriptrice, qui s'est vue remettre il y a peu de temps ses identifiants pour pouvoir se connecter donc à cette plateforme dématérialisée. Donc là où, me semble-t-il, elle aurait dû être reçue pour suivre une formation en présentiel. Et donc, qu'est-ce que fait cette jeune femme? Elle se tourne vers les structures de proximité, vers la PEOL, mais aussi les structures de proximité pour pouvoir solliciter un apprentissage en présentiel. Donc ça, on le voit, c'est la première, ce ne sera pas la dernière, je pense. On voit aussi des personnes qui ont suivi des ateliers de français là, au sein de nos structures partenaires, mais qui passent complètement à côté de la plateforme, faute d'aide pour la prendre en main. Donc, elles aussi hein, se tournent vers les structures de proximité pour demander un apprentissage en présentiel. Et puis, on peut aussi craindre que des personnes perdent le droit à cette formation, puisqu'on voit bien aussi que sur le contrat qu'elles signent, hein, on leur propose de suivre une formation linguistique, elles peuvent refuser aussi et décider d'apprendre le français par leurs propres moyens. On a aussi des offres qui sont déjà saturées à la rentrée, on le voit bien. On a des professionnels, des conseillers en insertion qui sollicitent les structures de proximité pour les personnes qui viennent de signer le CIR pour justement avoir un complément en présentiel. Voilà. Donc nous, depuis une semaine, on est aussi sur le pont avec les structures de proximité. Donc on a un soutien infaillible hein, des équipes de bénévoles. Mais Ça risque de... les bénévoles proposent une offre qui n'est pas extensible, qui n'est pas intensive non plus. Et juste C'est pour pas, vous... c'est peut-être pas leur implication de base. C'est pas ce qu'ils voulaient faire peut-être au départ que de faire passer des diplômes. Non. Et j'en viens aux actions qu'on va avoir, nous, là, à cette rentrée. C'est bien sûr être à nouveau très présent au sein de nos permanences pour pouvoir continuer à recevoir le public, à les informer, à les évaluer, à essayer de leur proposer une offre linguistique. Je pense qu'on va, alors ce ne sera pas sans incidence hein, sur notre travail, je pense qu'on va être rapidement bloqué, mais tu l'as dit Xavier, hein, je pense qu'on va rapidement manquer d'offres. On a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un soutien auprès des bénévoles, donc pour nous c'est important aussi de les outiller pour qu'ils comprennent aussi les enjeux de la certification. On le fait depuis le début de l'année, on va continuer. On apporte aussi un soutien pédagogique à nos partenaires qui vont là mettre en place des nouvelles actions à la rentrée. Je pense à une structure qui est sur la ville de Bru, qui a décidé aussi de mettre en place, mettre à disposition du matériel informatique. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, il faut aussi pouvoir être équipé, de pouvoir aussi leur apporter un soutien à ce niveau-là et de pouvoir aussi financer une certification. Donc, on est là aussi pour les conseiller sur quelle certification pouvoir financer pour le public qu'ils accompagnent. Ce qui est important pour nous aussi, ça va être de maintenir un maillage territorial resserré avec, je pense notamment avec l'OFII, avec le réseau des partenaires de l'accès au droit, pour éviter les ruptures de droit. Donc là, on l'a vu il y a quelques jours aussi avec l'OFII.
une personne qu'on a reçue en permanence qui n'avait pas reçu sa convocation au FI, en fait, elle était passée à côté. Donc, ça va être important aussi pour nous de pouvoir être encore plus vigilants et être présents à Ouais. sur cette rentrée pour pouvoir accompagner le public. Donc, vigilant, ouais, pour éviter qu'il y ait un peu trop de rupture quoi, au niveau local, que les gens qui subissent un peu trop ces changements de loi. Juste pour finir ce passage, je voulais juste citer un témoignage on a eu sur le site, hein, d'ailleurs qui vient de chez vous. Monsieur qui s'appelle Ahmed Hassan qui dit: J'ai besoin d'écrire, de parler pour mon intégration. J'ai fait des cours 2 fois par semaine dans mon association, mais c'est pas assez. Maintenant, c'est fini. Je fais quoi après? Mm. Voilà, Mm. je vais finir un peu cette séquence pour rappeler, malheureusement, on n'a pas le temps de trop enchaîner sur ce sujet-là. Mais la question qui se pose pour beaucoup, c'est je fais quoi après? Comment je continue à apprendre? Merci à vous deux. C'est court, on a dépassé déjà 3-4 minutes. Désolé Marianne, désolé Mélanie. Je vous laisse la parole pour que Oui, Hélène et ça Gérard puissent marche. continuer. Alors, merci beaucoup. Désolée, c'est vrai qu'on a essayé d'avoir des temps un peu restreints pour que tout le monde puisse parler et que ça prenne pas trop de temps aux personnes qui nous écoutent et qui puissent parler après entre eux. Donc là, on va passer à un troisième temps, pardon, pour voir plus ce qui se passe au niveau de professionnels dans le monde du travail. Et donc, je vais passer la parole à Hélène et à Gérard. Donc, Hélène, Gérard, n'oubliez pas de vous présenter et de nous dire d'où vous parlez ce matin, dans quelle ville vous êtes. Voilà, c'est à vous. Hélène, Gérard, je vous passe la main. Oui. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux derrière vos écrans. Du coup, moi, Hélène, là, je vous parle de la ville d'Aubervilliers dans le 93. Je suis chargée de mission nationale sur l'apprentissage du français au Secours catholique et on va discuter avec Gérard Ray, qui est secrétaire confédéral à la CGT, en charge notamment de la lutte contre les discriminations et du droit des travailleurs migrants. Voilà. On a souhaité inviter la CGT parce que c'est un acteur de longue date en fait de la formation des étrangers, de la formation linguistique des étrangers depuis les années 40, si je ne me trompe pas, Gérard. Votre syndicat se charge, entre autres, de la formation des travailleurs et travailleuses étrangers. L'objectif et la vocation de votre syndicat, étant un mouvement d'éducation populaire, c'est de renforcer la capacité de chaque travailleur et travailleuse à défendre ses droits et de s'émanciper en maîtrisant la langue du pays d'accueil. Voilà. Et aujourd'hui aussi, on voulait voir avec vous un peu quelle était la réalité d'une des mesures qui avaient été mises en avant par le gouvernement au moment de la discussion de la loi Darmanin, qui promettait en fait que les employeurs allaient contribuer à la formation linguistique de leurs travailleurs et travailleuses. Et du coup, ma première question, c'était, voilà, est-ce que vous pourriez nous faire un peu un point sur cette réalité qui s'est traduite par un décret le 30 décembre 2024? Oui, bonjour à toutes. Donc, bon, comme ça a été, je suis Gérard Ray, secrétaire confédéral. Je vous parle aujourd'hui donc de Montreuil, le siège de la CGT, mais je suis aussi originaire des Alpes-Maritimes, Nice, d'où j'ai toujours des activités pour le département pour lequel je suis encore le collectif des travailleurs, on dit travailleurs sans papier, mais travailleurs migrants, travailleurs étrangers du département pour la CGT 06. Donc, en fait, les discussions, hein, rappelez-vous, hein, la loi immigration, en fait, ça avait duré, puisqu'il y avait eu des mobilisations, notamment contre la loi des retraites en 2023, et on avait été concertés, on peut dire ça comme ça, en tout cas, on avait été reçus par le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur déjà en 2022. On avait souligné l'importance qu'avait pour nous l'accès à l'apprentissage de la langue française, mais non pas comme un outil d'exclusion et de prix des étrangers, je veux le dire comme ça, mais plus l'inquiétude quant
à l'outil voilà, de tri des travailleurs étrangers. Et pour nous, l'accès à la langue doit être un facteur d'émancipation des travailleurs, un facteur d'accès aux droits. C'est d'ailleurs en ce sens, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, que la CGT, depuis je ne veux pas dire toujours, mais en tout cas, les travailleurs étrangers ont toujours constitué une partie importante du salariat des travailleurs de notre pays. Et donc, c'est toujours soucié, hein, en fait, que les travailleurs puissent eh bien, avoir accès à la langue pour faire défendre leurs droits. Les bourses du travail, dans un premier temps, ont tenu un rôle d'éducation populaire, mais ensuite, ça a été la création des MOI hein, juste avant la guerre. Et puis, après la guerre, on a, par exemple, hein, mis en place une association qui s'appelle Ambroise Croizat. Hein, c'est notamment par la Fédération CGT de la métallurgie qui donne, bien, qui fait des cours de formation professionnelle et qui existe toujours, qui est ici à côté du siège de la CGT et qui donne donc des cours de français langue étrangère. Et donc, pour revenir à la rencontre avec le ministre, nous avions évoqué effectivement cette possibilité qui doit être donnée aux travailleurs d'accéder à des cours de français. Et on avait évoqué la possibilité, alors déjà, on évoquait le fait qu'il n'y ait pas de caractère excluant dans la loi et que donc le titre ne soit pas soumis à un niveau de français. Bon, on voit bien ce qu'il en a été. Et deuxièmement, que les employeurs puissent être responsabilisés quant à la possibilité de faire aux travailleurs d'avoir accès aux cours de langue étrangère. En fait, ce qui pose souci quand même dans cette loi, c'est que les personnes, ça a été dit tout à l'heure, mais les métiers où on trouve les travailleurs qui ont le moins de qualifications et donc pour lesquels il y aurait plus besoin d'accès aux cours langue étrangère, sont celles et ceux, et notamment majoritairement des femmes d'ailleurs, hein, puisque dans le nettoyage, dans l'aide à la personne, sont des personnes qui, de toute façon, d'une part, de par les horaires qu'ils subissent et les rythmes de travail, donc, ne peuvent pas avoir accès aux cours de langue, sauf à le faire sur leur temps libre, mais le temps libre, il est assez restreint compte tenu du niveau de salaire et des horaires qui sont pratiqués, mais aussi donc les horaires qui sont des horaires coupés et qui ne permettent pas à ces personnes d'y avoir accès. Néanmoins, avec nos fédérations professionnelles, nous travaillons justement à essayer de faire en sorte que les employeurs puissent assumer ces responsabilités. Et donc, par exemple, avec la fédération Ports et Docs, qui est celle qui s'occupe des salariés des nettoyages, à faire en sorte que les OPCO, donc qui sont les organismes de financement des formations professionnelles, de la formation professionnelle, bien puissent mettre en place et financer des cours français langue étrangère pour leurs salariés. C'est quelque chose, c'est une démarche que la fédération a commencé, sur laquelle une négociation devrait pouvoir s'engager. Donc, le rapport de force à l'intérieur de cette fédération permettra, en tout cas on l'espère, de pouvoir arracher des avancées de ce point de vue-là. Et puis, deuxième chose, nos organisations, je parlais tout à l'heure des bourses du travail, mais sur mon département, en lien avec notre association de solidarité Avenir Social, nous avons mis en place en 2024, tout au long de l'année, de septembre à mai, des cours de français langue étrangère pour les travailleurs étrangers sur deux niveaux, donc un niveau alphabétisation et un niveau amélioration, perfectionnement, pour les travailleurs étrangers qui sont donc issus de notre collectif. Et donc, nous avons tenu ces cours avec une professeure de français langue étrangère, financée par notre association Avenir Social, en lien avec notre association Ambroise Croizat de Montreuil. Et donc, on a pu, pendant toute l'année 2024, tenir des cours de français
pour ces travailleurs étrangers qui, pour la plupart et pour certains, n'avaient même jamais tenu un stylo, et donc c'est une grande première. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que contrairement au discours ambiant véhiculé par le gouvernement, ce sont des personnes qui ont envie d'apprendre et qui sont intéressées justement par la langue étrangère. Ce sont des cours que nous avons orientés sur bien l'accès au droit, c'est-à-dire lire notamment les documents administratifs, mais aussi les bulletins de salaire, etc. Donc des choses très pratiques pour ces travailleurs et travailleuses. Et cette opération, nous sommes sur le point de la recommencer pour une deuxième saison pour 2025. Et ce sont des opérations que nous ambitionnons, pour lesquelles nous avons l'ambition de démultiplier dans les organisations de la CGT, notamment les unions départementales, pour que les unions départementales, d'une part, retrouvent leur vocation première, celle d'éducation populaire, et de donner aux travailleurs les outils de leur émancipation, mais aussi une autre forme de lutter contre les effets délétères de la loi immigration. Voilà, donc voilà ce que l'on essaye de faire et de mettre en place avec nos petits moyens, entre guillemets, mais en tout cas qui nous semble inévitable. Mais effectivement, je ne peux être que d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur le constat des effets de la loi immigration et puis sur les ruptures de droit qui peuvent être constatés par les manquements de l'administration. Merci beaucoup. Du coup, je vous repasse la main, Mélanie et Marianne, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, eh ben, on va passer à l'intervention suivante. Du coup, maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus gai. Donc, c'est un peu une victoire. Et on va laisser la parole à Xavier encore, qui s'est déjà présenté, donc, et à Sylvie. Donc, Sylvie, si tu peux aussi te présenter, s'il te plaît, et nous dire d'où tu nous parles. Merci beaucoup. À vous. Merci. Donc aujourd'hui, je vous parle de Hatt, à proximité de la frontière française Lille, mais mon champ d'action, c'est l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone de la Belgique. Et j'y travaille pour lire et écrire. Euh, Ben, merci Sylvie. Ouais, on va vous donner la parole, histoire de nous donner un peu d'espoir. Et puis Hélène nous parlera un peu d'une décision qu'on a prise assez récemment avec le collectif Français pour tous d'aller en justice. Et on voulait voir que ça pouvait apporter quelques victoires. Justement, un des premiers arguments que utilisent souvent nos politiques par rapport les politiques en charge des politiques d'intégration en France, c'est souvent que ces niveaux, ces exigences de niveau et de certification ne font que finalement s'aligner par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Et puis, il suffit de chercher un peu, d'aller gratter un peu à droite à gauche. On voit bien que c'est pas tout à fait le cas et qu'a priori, maintenant, on a largement dépassé les niveaux que certains pays pratiquent. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement parce tu as dû voir on est un peu en retard, mais euh, donc lire et écrire est impliqué depuis alors, très nombreuses années aussi. Hein, c'est un réseau associatif d'ASBL, donc l'équivalent associatif en Belgique, impliqué sur des questions d'analphabétisation, donc faire en sorte que les gens puissent lire et écrire, quelle que soit leur origine d'ailleurs, belge ou étrangère. Euh, Donc, vous accueillez donc des personnes en difficulté avec l'écrit. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive régulièrement que des personnes vous demandent de les former sur des certifications linguistiques spécifiques, notamment en vue d'acquérir la nationalité? Mhm. Je vais peut-être repréciser ce qu'on entend chez nous, donc à la fois lire et écrire et sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne fait pas une distinction francophone-non francophone sur la question de l'analphabétisme ou l'illettrisme. Donc, ça désigne tout adulte qui est en difficulté sur les compétences de base, c'est-à-dire les langages fondamentaux, lire, écrire, calculer et tous les savoirs de base, y compris s'exprimer dans la langue qui est utilisée, donc ici le français. Et donc, dans le public qu'on accueille, évidemment, il y a des personnes qui sont dans des parcours ou des demandes de naturalisation, d'acquisition de la nationalité belge. Mais c'est une part quand même assez réduite de notre public. On n'est pas un dispositif de certification, on s'inscrit dans ce qui a été décrit et dans la lignée des évolutions de l'éducation populaire, ce qu'on appelle une politique culturelle d'éducation permanente, et on travaille sur deux axes.
que le droit à l'alphabétisation soit un droit humain fondamental et que l'accès soit effectif, que tout adulte qui le souhaite puisse accéder à des apprentissages, à la fois linguistiques, enfin ce que je vous ai décrit. Et notre autre point d'attention, c'est le droit des personnes en situation d'analphabétisme et d'illettrisme dans toutes les sphères de la vie sociale. Il n'y a pas de raison de demander à quelqu'un d'apprendre à lire et écrire, de passer tel et tel niveau pour enfin pouvoir exercer sa citoyenneté active. Ça doit être là maintenant. Donc on travaille avec les personnes aussi sur ces processus-là. Peut-être que je peux enchaîner directement en disant que nous, la modification, comme ça je Ouais, planterai déjà, pas qu'est-ce que les dit choses. qu'est-ce que dit la Belgique en termes de niveau obligatoire pour la nationalité? Est-ce Donc qu'il y en a c'est une un? loi de 2013 et donc on est bien sur le niveau A2 hein, pour la nationalité. Alors, c'est une loi de 2013 où il y a eu vraiment un changement de cap, et ça a été dit aussi. Donc, avant la nationalité, c'était une ressource pour continuer et poursuivre son processus, prendre sa place. Il y a une intervenante qui a dit, hein, c'était une ressource. Maintenant, en 2013, il s'agit à un moment donné de prouver qu'on aurait le droit à la nationalité. Donc, il faut avoir une connaissance, montrer qu'on est un bon citoyen. Et montrer qu'on est un bon citoyen, c'est notamment le niveau A2 du cadre européen des langues, c'est l'exigence linguistique. Il est à noter que toutes les catégories de personnes ne doivent pas passer l'exigence linguistique. Toute une série de personnes en sont exemptées, notamment les gens qui ont un travail stable et un contrat de travail à durée indéterminée. Ça veut dire que les gens qui ont un travail stable n'ont pas besoin de passer ces certifications et peuvent prouver qu'ils sont belges, Ouais. finalement, juste parce qu'ils travaillent en Belgique, c'est ça? Je pense que la Belgique a été attentive au fait qu'on était au siège de beaucoup d'institutions européennes. Donc, je pense qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que si on faisait ça, on élargissait à tous les publics, ben, ça allait poser un autre type de difficulté. Donc voilà, donc le public cible, comme l'a été relevé dans différentes analyses ici, c'est effectivement pas les hauts fonctionnaires ou les lobbyistes européens. Le public cible, c'est bien à la fois les gens qui sont établis ici depuis quelques années dans les différents parcours migratoires et la modification de la loi sur la nationalité. En parallèle, on a eu une modification importante de la loi sur l'accueil des primo-arrivants qui exigeait aussi des apprentissages linguistiques et civiques. Donc, on D'accord. est sur les deux volets. Alors, du coup, vous avez fait le choix, donc avec les réécrire, de travailler avec, je crois que c'est l'équivalent de la défenseur des droits qui s'appelle l'UNIA en Belgique. Et vous avez essayé enfin, cette obligation de certification, pour le rappeler, au départ, au niveau A2, évidemment, c'est une certification à l'oral et à l'écrit. Et donc, vous avez réussi en fait à faire évoluer ce cadre juridique en passant par la loi, en jugeant en fait que demander de lire et écrire à un niveau A2 pouvait être discriminant pour des personnes, notamment analphabètes. C'est ça? Oui, c'est ça, sauf que la victoire n'est pas à nous attribuer. Donc, je vais peut-être dire un peu comment on a été actif sur cette question. Donc, nous, d'emblée, on a trouvé ça complètement injuste, puisque dans nos formations, on a des personnes qui parlent un français, on l'a dit, qui parlent français, qui ont appris à parler, qui se débrouillent en français et qui rataient systématiquement, effectivement, tous les tests. La deuxième préoccupation, c'était la numérisation de toute une série de services et de procédures d'accès à la nationalité, donc qui rendait impossible effectivement aux personnes analphabètes de rentrer leur dossier. En fait, ce qui a fait modifier la loi, c'est un avocat qui a défendu deux plaignants et qui a porté la question, donc deux plaignants qui n'ont pas acquis la nationalité parce qu'ils ont raté le niveau A2 et qui ont porté la question au niveau de la Cour constitutionnelle belge. Donc la Cour constitutionnelle a regardé le dispositif légal au regard des principes de la Constitution et ont trouvé que l'exigence de l'A2 à l'oral et à l'écrit était disproportionnée et discriminante de fait pour toute une série de populations et pour la population en difficulté de lecture et d'écriture. Donc, suite à ça, il y a une modification de la loi
qui est intervenu en 2024, l'exécutif, le gouvernement belge a bien dû obtempérer, faire une modification. Donc, il y a maintenant une procédure adaptée pour les personnes analphabètes qui doivent justifier uniquement de l'ADE orale, justifier d'un effort de formation et justifier qu'ils sont de fait analphabètes ou illettrés. Donc ça, c'est vraiment tout récent. Alors, l'autre voie qu'on a poursuivie, ça concerne plutôt en fait toute la question de numérisation et digitalisation, et on voit bien que les choses se croisent. Et donc là, on a interpellé les organes publics belges chargés de l'application des lois antidiscrimination. Et donc là, ce qui a été obtenu, c'est un élargissement de la loi antidiscrimination, notamment sur, donc dans les critères de discrimination, on ne peut pas être discriminé selon le sexe, l'âge, etc. Le handicap, enfin toute une série de critères objectifs. Ont été rajoutés la condition sociale, y compris l'analphabétisme, le sans-abrisme, etc. Donc on a un instrument juridique depuis peu aussi qui nous permet d'agir et voilà, très largement, on agit aussi à ce niveau-là. Donc les deux sont menés en parallèle. Ce qu'on entend, nous, là, en tant que Français, c'est déjà, vous pouvez faire obtempérer votre gouvernement. C'est quand même pas mal. Enfin, je sais pas si nous, on pourrait y arriver. C'est la Cour constitutionnelle, hein, c'est pas nous. Hein. Oui, d'accord. Mais en tout cas, que cette voie est possible. Je suis désolé, on aurait dû, on aurait dû continuer un peu plus longtemps, mais je vois que le temps malheureusement presse. Moi, ce que je retiens, c'est qu'une victoire, alors vous le disiez, c'est une victoire un peu douce amère, parce que tout est pas si simple à mettre en place. Néanmoins, nous, ça doit nous encourager aussi à aller vers le juridique et à rendre compte que ça peut être discriminant que de demander des certifications d'un niveau aussi élevé. On va en reparler juste après, parce qu'on a commencé un travail juridique avec, Hélène vous en parlera. Mais là, donc on voulait, je veux pas vous couper la cheville, Marianne, Mélanie, mais donc on voulait un peu conclure avant cette présentation en faisant intervenir nos collègues de Marseille et faire un petit tour de la mobilisation. En introduction, rappeler qu'il y a quand même une quarantaine de lieux hein, qui retransmettent soit en direct là aujourd'hui, soit plus tard, et qui ont mis en place des animations un peu à droite à gauche sur l'ensemble du territoire. J'ai fait un petit extrait de la carte là, sur la diaporama. Euh, Marianne, Mélanie, et puis nos amis de Marseille. Hugo, vous nous Bonjour. entendez? Bonjour. Ouais. Bonjour, vous m'entendez? Eh ben, Marseille, ils sont nombreux, vous voyez, on vous voit même derrière. Il y a l'air d'avoir du monde. Il y a du monde, Merci de ce temps-là. 50. Vous nous entendez? Ouais, super bien. Ok. Gamin, Inès, peut-être juste vous présenter qui vous êtes, c'est quoi votre association? Et peut-être la première question, c'est comment vous envisagez cette rentrée? Quel état d'esprit vous avez là, dans vos assos? Ok, bonjour. Tout d'abord, je m'appelle Inès, je suis participante à l'association Montamo dans le 3e arrondissement à Marseille. Je suis aussi membre de collectif administratif avec la même association et je fais bénévole où j'aide à animer le cours d'ALPA et apprendre à lire et écrire pour les participants dans le cours. Bon, pour moi, c'est un peu de stress et un peu de trac. Je suis optimiste et je hâte à retrouver mes formateurs et formatrices et découvrir des informations et plein de choses avec eux. De aussi rencontrer mes amis, rencontrer des nouveaux connaissances, des nouveaux personnes. Je suis en pleine forme pour reprendre mes cours avec mes formateurs dans mon association. Et de cette place, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour mes formateurs et formatrices pour pour leur précieuse aide par leur patience, leur professionnalisme, pour leur crédibilité et
grâce à eux que j'ai changé de ma personnalité. Avant, je suis très timide. J'étais très timide. Euh, je parle, ça se voit un peu maintenant, mais ça va mieux. Et ma vie s'est changée avec eux. Quand j'ai participé à Motamo, j'ai rentré dans l'association, je connais rien. Et après, avec le bon entourage, ils m'ont donné la confiance, ils m'ont donné l'expérience, je peux faire les formations, je peux même, le preuve que je parle et je s'exprime maintenant devant vous. Et merci à eux et je le remercie chaleureusement une encore fois. Merci. Merci. Gabin, est-ce que tu peux présenter et Oui. dire qui tu es et dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Donc moi, c'est Gabin Texiadje, je suis formateur à l'association À Voix Haute, qui est une association de quartier comme Motamo, qui fait partie du collectif français pour toutes et tous depuis plusieurs années. Et on fait aussi partie, et on a essayé par le passé d'animer un collectif de français langue étrangère sur Marseille pour participer aux différentes mobilisations qu'il y a pu y avoir via le collectif français pour tous et toutes, et via aussi des mobilisations pour les journées internationales des personnes migrantes ou pour le moment de la lutte pour les retraites dont parlait Gérard contre la loi Darmanin à l'époque, aussi pour se mobiliser contre cette loi. Je pense pouvoir parler au nom de mes collègues pour dire qu'on envisage cette rentrée un peu disons, on a un peu une inquiétude sur l'aspect que prend de plus en plus notre travail du point de vue de la préparation aux examens de français, où vraiment on peut noter depuis près d'un an, 2 ans maintenant, avec les rumeurs qui ont émergé au moment de la loi Darmanin, qui se sont concrétisées dans la loi, même si les décrets ne sont pas encore passés, mais dans la pratique des préfectures, il y a déjà une demande des préfectures d'avoir des diplômes plus élevés que ce qui est actuellement dans la loi. Et du coup, beaucoup de personnes viennent nous rencontrer pour nous demander si on fait la préparation au B1, au B2, etc. Et donc, de plus en plus, alors qu'on était à la base une association de proposer des ateliers socio-linguistiques, on devient de plus en plus des formateurs et formatrices pour préparer le bachotage à un examen qui est complètement déconnecté de la réalité concrète des personnes, comme ça a été dit tout à l'heure. Moi, ce que j'entends aussi du propos d'Inès, c'est que les personnes reposent beaucoup sur les structures de proximité comme les nôtres, parce que c'est nous qui sommes le plus en contact avec elles, par le bouche à oreille, par le réseautage, etc. Et que de plus en plus, les politiques gouvernementales nous mettent des bâtons dans les roues à travers ce que j'ai dit sur le DELF, par exemple, à travers la baisse des subventions pour les associations qui font qu'il y a une pression de plus en plus sur nous pour avoir des financements pour faire fonctionner les associations. On a beaucoup de difficultés pour espérer un avenir un peu positif pour nos associations. Donc, ça met la pression sur nous en tant que salariés et évidemment sur les personnes qui viennent s'inscrire. On aimerait pouvoir proposer plus de cours aux personnes parce qu'on a des listes d'attente qui se rallongent de plus en plus, forcément par effet mécanique, mais on a encore du mal à proposer des places pour tout le monde et ça crée encore plus d'exclusion. Je peux aussi dire que même si on n'est pas forcément touché de nous directement par les réformes sur l'OFI, parce qu'on ne répond pas au marché de l'OFI, la question de la numérisation est aussi un élément qui exclut de plus en plus et sur lesquels on essaye tant bien que mal de former les personnes et de les outiller, mais c'est également très difficile. Du coup, on va faire comme on peut. Là, on va avoir une semaine d'inscription pour nos 2 associations. On va aussi faire cet après-midi, après le débat de ce matin, cet après-midi sur la Canebière, on va avoir une action de mobilisation en fin d'après-midi pour sensibiliser le grand public sur ce qui se passe de ce point de vue-là, pour questionner un peu les personnes à travers des porteurs de parole, des pancartes, des jeux autour des quiz sur les formations civiques pour les personnes qui veulent obtenir la nationalité, pour voir si les personnes qui ont la nationalité, si elles auraient obtenu leur nationalité du point de vue de ce qui est demandé aux personnes étrangères.
voilà, on va essayer de faire ce travail-là qu'on a déjà fait par le passé. On va continuer à mobiliser pour faire en sorte que effectivement, il y a quelque chose qui commence à se mener. Et j'espère que les discussions qui vont avoir lieu tout à l'heure dans les débats en présence ici vont apporter plein d'idées pour la suite. Merci. On voit que ça va être une journée bien chargée pour vous. Est-ce que Inès, tu veux Oui. dire quelque chose pour finir? Oui, je suis ici pour défendre et lutter contre cette discrimination, pour dire je suis là, j'existe et je fais quelque chose pour tous les autres étrangers. Et je peux dire quelque chose. Quand j'ai passé le B1, c'était très difficile pour moi. L'examen qui est tombé que je l'ai passé est très difficile parce qu'il demande toujours les justificatifs, même les compréhensions orales. Il y a toutes les questions, justificatif. Il n'y a pas de temps. Même les Français là-bas, ils m'ont dit que si nous, on passe ça, on ne réussit pas. Tout le monde est sorti triste pour ça. Et moi, j'ai la chance que je l'ai passé et je l'ai réussi. Mais avec note, ça va quand même. Mais j'espère qu'on va trouver une solution contre cette discrimination. Ensemble, on va être solidaires et solidaires ensemble et qu'on s'entraide contre cette discrimination. Et merci. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui sont derrière à Marseille. Du coup, je passe la parole à Xavier et à Hélène pour expliquer ce qu'on a mené dans le cadre du Français pour tous du collectif cet été. Merci Mélanie. Je m'auto-interview peut-être Xavier, je pense, hein, vu l'heure qu'il est. Oui, vas-y. Oui. Oui, pour vous dire, effectivement, là, merci beaucoup au collectif de Marseille et aux 35 lieux, je crois, qui se mobilisent localement. Il y a, comme vous l'avez vu, des mobilisations de proximité. Il y a eu aussi pendant l'été pas mal de mobilisations des universitaires et des scientifiques qui ont pu écrire des articles dans des revues spécialisées et des revues universitaires. Des mobilisations politiques, parce qu'on a contacté des parlementaires et on a 2 parlementaires qui ont déposé des questions au gouvernement à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Une parlementaire dans la circonscription du Bas-Rhin et une autre dans la circonscription de la Loire. Et en fait, quand on a eu connaissance des nouveaux marchés publics de l'OFII, parce qu'en fait, il y en a 3 de marchés publics, au début du mois de février, on s'est dit, mais c'est pas possible là. On est dans un monde parallèle. On est en train de proposer aux étrangers signataires du CIR, donc aux personnes nouvellement autorisées à séjourner en France, comme unique modalité de formation, de télécharger une application et de faire des exercices et des activités, un petit peu comme Duolingo, mais corrigées et générées par une intelligence artificielle. Donc, on s'est dit, là, en fait, comment est-ce qu'on peut essayer de faire revenir cette décision administrative pour les 58 000 personnes qui sont concernées chaque année par ce service public de la formation linguistique. On a pris contact au sein du collectif avec un collectif de juristes composé d'avocats et de profs de droit qui s'appelle Intérêt à agir et qui nous dit ah bah oui effectivement là un marché public en fait ça peut se contester pour différentes raisons. On étudie sur quelles raisons on pourrait contester ce marché public. Et du coup, on a été accompagné par plusieurs avocats. L'avocat qui a rédigé les recours qu'on a déposés le 29 août, qui était spécialisé en droit administratif et en droit des marchés publics, mais aussi des avocats qui sont spécialisés plus sur le droit des personnes étrangères. Et du coup, là, le 29 août, on a déposé 2 recours, un référé suspension qui demande en fait au tribunal administratif, donc au juge administratif, de suspendre en toute urgence
l'application et la mise en œuvre des formations asynchrones avec l'application, et un autre un référé au fond, qui lui va mettre plus de temps à être étudié par les juges. Ça va valoir à peu près 2 ans, le temps qu'ils étudient au fond notre demande. Mais pour le premier recours, le référé suspension, on a une audience qui nous a déjà été communiquée. On aura une audience mi-septembre, en fait. Qu'est-ce qu'on a contesté, en fait, sur le fond? On a contesté différentes choses, notamment une décision qui a été prise par l'administration, donc l'OFII, qui est un choix conséquent d'une de l'organisation d'un service public qui, en fait, n'aurait pas dû être prise par une administration et qui aurait dû être prise par le législateur ou par le ministère de tutelle de l'OFII, le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est une première chose qu'on conteste et qui, de la part de nos avocats, est assez exceptionnel, ou en tout cas, c'est assez rare, en fait, qu'une administration change de façon aussi conséquente un service public. Après, ce qu'on conteste aussi dans le fond, c'est des choses qui ont pu être rappelées par Myriam. C'est notamment que le service public que met en œuvre l'OFII, ce service public doit mettre en œuvre une formation linguistique. Or, une application, ce n'est pas une formation, c'est un outil. Et du coup, pour les 90% des signataires du CIR qui, aujourd'hui, ont cette application, elles ne suivent pas une formation. On leur a mis entre les mains un outil. Une autre chose qu'on a contestée, c'est que dans le nouveau marché public, en fait, les étrangers, quand ils vont avoir leur entretien à l'OFII, ils n'ont pas le choix de savoir s'ils veulent faire une formation avec des formateurs diplômés, en présentiel, en salle, ou avoir une application. C'est l'OFII qui décide s'ils suivent une formation en présentiel ou une application. Ce qu'on a contesté aussi, il y a encore 2 points, c'est qu'en fait, il y a eu des oubliés de la formation, enfin, il y a des oubliés dans ce nouveau marché public pour lequel, en fait, ça va être vraiment hyper compliqué de progresser en français. C'est les personnes qui sont francophones, mais qui sont non lecteurs, non scripteurs. Aujourd'hui, les rares personnes qui vont continuer à suivre des formations avec l'OFII en présentiel, c'est les personnes non francophones, non lecteurs, non scripteurs. Et du coup, là, les personnes francophones, non lecteurs, non scripteurs, elles vont se retrouver dans un univers qui est tout écrit, vu qu'une application, pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne, tout l'environnement de l'application, elle est écrite. Ouais. Et le dernier point, ce qu'on a mis en avant, en fait, dans le recours qu'on a déposé, c'est toute la problématique de la dématérialisation. Aujourd'hui, les services publics, normalement, il doit y avoir une alternative d'accès aux services publics. Et tout ne peut pas être 100% dématérialisé. Il y a eu des décisions récentes qui ont été confirmées par le Conseil d'État, qui dit à chaque service public dématérialisé, l'État et le service public doivent prévoir une alternative physique pour que chaque citoyen et utilisateur de ce service public n'ait pas l'obligation d'accéder uniquement de façon dématérialisée. Voilà. Donc, on aura rapidement une décision du tribunal administratif de Paris, vu qu'on a une date d'audience à la mi-septembre, donc on reviendra, on vous communiquera cette décision. S'il s'avère que le tribunal administratif va plutôt dans le sens des points abordés par notre avocat, la conséquence, c'est pour l'OFII de devoir sans doute revenir au marché public précédent. On sait bien que ce n'était pas un marché public
parfait. On avait beaucoup de points d'attention et de critiques sur ce marché public, mais ça permettait quand même aux personnes concernées de voir des humains, de voir des formateurs et formatrices professionnels. Voilà. Et du coup, je sais que pour vous, le timing est très court, mais notre avocat prend tout retour de personnes qui auraient déjà téléchargé l'application de l'OFI et tout retour d'expérience des complexités d'accéder à cette application ou même de voir comment elle est fichue, comment elle a été présentée par les agents de l'OFI aux personnes. Est-ce qu'il y a eu par exemple des explications multilingues? Parce qu'on parle quand même de personnes qui parlent pas le français, hein. Les personnes qui vont devoir utiliser ces applications, c'est des personnes qui ont été scolarisées, mais qui ne sont pas communicantes en français. Donc, comment ça leur a été présenté au guichet? Voilà, tout ce qui est, voilà, tout retour que vous pourriez avoir nous est précieux. Et donc, ça peut être des captures d'écran, des témoignages audio, des témoignages écrits que vous pourriez faire avec les personnes. Voilà. Et du coup, j'ai la lourde charge de conclure cette rencontre. On a dépassé un tout petit peu, mais je pense que c'était un peu prévisible, nos échanges. Je remercie chacun et chacune qui êtes derrière vos écrans de vous mobiliser aujourd'hui. Je remercie aussi, bien sûr, chacun et chacune des intervenants et intervenantes qui ont pris la parole et qui ont pu nous aider à creuser un peu des sujets sur lesquels on suit, mais pour lesquels vous êtes experts et expertes. Voilà. Et ben, bonne journée à vous et à très vite pour des nouvelles à la fois de ce que localement on peut arriver à faire avec des collectivités locales, parce que c'est possible, tel que nous l'a montré la collectivité de Rennes, et de ce qu'on peut faire aussi avec toutes et tous. Bonne journée à vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer des photos de ce qui va se passer aujourd'hui dans les jours qui viennent. Et pour nous communiquer, vous avez l'adresse sur le site internet, le collectif français pour toutes et tous. Renvoyez-nous vos témoignages, vos photos, les actions qui ont été faites pour qu'on puisse mettre en valeur tout ça. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à aller voir sur l'appel à témoignages aussi sur le site du Français pour tous pour justement nous rapporter votre relation avec cette fameuse plateforme. Si vous demandez Hélène, n'hésitez pas à laisser vos témoignages. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne mobilisation. Merci d'être là. À bientôt. Et à tout de suite, Agnor. Je coupe.